Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Pour faire un point alors précis, on a beaucoup parlé de télétravail, de travail à distance, et puis évidemment les effets induits, c'est la surveillance des collaborateurs, et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Avocate en droit du travail. Alors je faisais référence tout à l'heure en y repensant à ce film qui est passé dimanche soir sur France 2 sur ces 3 salariés présentatrices vedettes qui se sont révoltés contre le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction, qui les harcelait sexuellement. Et l'une d'entre elles dit « Ne parle pas au téléphone car toute la chaîne est surveillée », ce qui vient faire directement écho, puisque ça c'est le modèle américain. D'abord, première question, quels sont les fondamentaux sur ce sujet en France? Partons pas aux États-Unis. Qu'est-ce que l'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Ça tombe bien parce qu'aux États-Unis, je ne saurais pas vous répondre. En France, oui, on a le droit de surveiller ses salariés. Précisément, on parle de la télésurveillance, mais ça fait partie globalement du droit de surveiller les salariés, qui est le corollaire de la relation de travail, du pouvoir hiérarchique, du lien de subordination. Donc, naturellement, qu'on peut surveiller. Après, comme pour tout, ce droit n'est pas illimité. Il va se heurter à un certain nombre de garanties pour le salarié. La première garantie, c'est le droit au respect de la vie privée. Donc, on ne peut pas télésurveiller d'une manière tellement intrusive qu'on violerait le respect de la vie privée du salarié. Télésurveiller, ça veut dire quoi dans la bouche d'une avocate? Il y a un logiciel, on permet de voir le... Télésurveiller, c'est une caméra. Caméra, d'accord. Exactement. Disons-le simplement. C'est une caméra qui surveille l'espace de travail. Ça peut être dans plusieurs configurations. Ce qu'on voit en ce moment beaucoup, et à l'approche des fêtes notamment, avec le commerce qui va battre son plein, en tout cas on l'espère, si le Covid nous laisse l'espace, c'est bien sûr tous les magasins qui ont la plupart du temps... Le retail. Exactement. Les vols, voilà. Bon. Nos clients sont effectivement très demandeurs de pouvoir protéger leurs marchandises de leurs salariés, mais principalement des clients. Simplement, quand vous avez une caméra dans un magasin, ça filme effectivement les clients qui pourraient venir faucher des marchandises, mais aussi les salariés. Ça filme les salariés. D'où un certain nombre de garanties. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque en fonction de la finalité du dispositif de vidéosurveillance, donc de la caméra, les garanties pour les salariés ne sont pas les mêmes. Si c'est par exemple dans un lieu public, type commerce, et que la finalité de cette caméra, c'est pas du tout de surveiller les salariés, que ça va être par exemple sur la porte d'entrée, et c'est pour surveiller les biens et les voleurs extérieurs, là on n'a pas besoin ni d'informer les salariés en amont, ni d'informer le comité, le CSE. Si en revanche, le dispositif est ciblé sur des zones exclusivement de travail ou des zones mixtes, mais où on dit aux salariés, voilà, on va pouvoir utiliser ces caméras pour surveiller ce que vous faites. Dans ce cas-là, il faut en amont... Autorisation. Informer, alors c'est pas une autorisation, mais c'est une information des salariés. Vous me demandiez quels étaient les guidelines. Il y a le droit au respect de la vie privée, il y a le respect de la loyauté, c'est-à-dire qu'on ne filme pas un salarié à son insu. Il y a eu une jurisprudence, par exemple, un peu rigolote, si on peut dire. C'est un employeur qui avait des doutes sur le fait que sa vendeuse volait. Il a fait installer, à son insu bien sûr, une caméra dans la caisse enregistreuse. Donc dès que la salariée ouvrait la caisse, elle était filmée, mais à son insu. Ce mode de preuve est considéré comme illicite, n'est pas loyal. Qu'a dit le juge? Alors, le juge a dit qu'on ne pouvait pas utiliser les même si on pouvait prouver. Exactement. Alors, ça, c'est encore une autre question. Le dernier point, si vous le voulez bien sûr, les garanties, donc respect de la vie privée, loyauté, et puis c'est la proportionnalité. Les juges attachent une importance très forte à ce que le moyen qu'on utilise pour surveiller le salarié soit proportionné au but que l'on recherche. Il y a un exemple d'un cuisinier qui travaillait seul dans une cuisine. Il avait déjà commis des manquements sur tout ce qui était hygiène et sécurité sanitaire. Donc pour le patron, c'était très important, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et il a fait installer une caméra qui visait le poste de travail exclusivement du salarié toute la journée. Le juge considère que c'est excessif, c'est disproportionné. Donc on retire la caméra. Exactement, ou en tout cas on ne peut pas se servir de ces enregistrements. Un détail, il y a plusieurs questions en fait qui découlent de tout cela, et notamment la conservation des images, la durée de conservation et l'autorisation. On la demande à qui? À la CNIL, c'est elle qui autorise. Qui autorise l'installation physique de la caméra? Alors ça dépend, on n'a pas forcément d'autorisation à donner. L'autorisation de la CNIL, c'est pour un cas bien précis, notamment en cas de reconnaissance faciale. D'accord. Dès qu'on va un peu plus loin dans l'intrusion, dans ce cas-là, on a besoin d'autorisation. En revanche, si c'est simplement un dispositif classique, là, c'est une déclaration à la CNIL. Avec un point particulier, si on filme dans un lieu public, donc type un magasin, un centre commercial, là, il nous faut une autorisation du préfet
qui dure 5 ans et qui va cadrer le cas dans lequel on peut avoir recours à cette caméra. Combien de caméras? Deux institutions, la CNIL et le préfet, ont la liste des caméras installées. Qui a le droit de regarder les images? Combien de temps on peut les conserver? En général, c'est un mois. Exactement. Voilà. Et ça nous fait un cadre qui nous permet ensuite, en tant qu'employeur, d'utiliser les images. Alors justement, l'avocate qui est à la pointe des sujets, là on est sur la caméra, j'ai dire c'est du classique, c'est du XXe siècle, on met des caméras pour les raisons que vous évoquiez, très bien, et il faut être vigilant sur l'intégrité du salarié. On arrive là au télétravail, on arrive au fait qu'un salarié n'est plus sur site. Alors pour un cuisinier c'est compliqué, mais de plus en plus de salariés sont à distance. Quel est le moyen pour l'entreprise? Parce qu'il y a des caméras sur les ordinateurs. Oui, alors évidemment c'est interdit. Il y a plein de bidouilles. Oui, évidemment c'est interdit et j'ai envie de dire heureusement. Bien sûr. Et du reste, il y a même des préconisations, puisque maintenant beaucoup de choses se font en visioconférence, qui consistent à ne pas obliger les salariés à activer la caméra pour éviter une intrusion dans leur espace public. Alors il y a d'autres moyens technologiques, on peut flouter le fond, mais c'est vrai que là, on est en plein dans le respect à la vie privée et le fait de travailler de chez soi, ça soulève encore d'autres questions et d'autres limites. Mais l'intérêt d'avoir une avocate qui travaille sur ces questions, c'est que vous avez, j'allais dire, la jurisprudence au quotidien, elle tombe tous les jours. Qu'est-ce qui se raconte en ce moment en termes de jurisprudence sur tous les conflits liés au télétravail? Alors, sur le télétravail, pardon. Je pensais que vous alliez me parler de la télésurveillance. Et de la télésurveillance. Mais il y a une jurisprudence, mais il y a aussi la jurisprudence télétravail. De gens qui disent, mais attendez, j'ai vu qu'il y avait un mouchard, on vérifie mon nombre de touches, parce que quand on touche son clavier, l'employeur sait que vous êtes devant l'ordi, sinon vous n'y êtes pas. Tout à fait. Alors sur le télétravail, c'est encore un peu tôt par rapport à l'expérience Covid, parce que le temps que ça remonte à la Cour de cassation, on n'y est pas encore. C'est pas encore arrivé. On en reparlera dans 3-4 ans, Arnaud. En revanche, on avait déjà une grille de lecture typiquement sur l'enregistrement sur les claviers, ça n'est pas autorisé. Sur la surveillance continue de l'activité du salarié sur son écran, ça n'est pas autorisé. Le fait d'avoir une caméra qui filme l'écran du salarié, ça n'est pas autorisé non plus. Donc tout ça va évidemment être apprécié en fonction des enjeux et de la proportionnalité, mais avec une grande prééminence de la protection du domicile du salarié. Sur la télésurveillance, on parlait d'actualité, un des principaux sujets de jurisprudence, c'est la question de la licéité de la preuve. Parce que l'intérêt d'avoir une caméra, c'est de pouvoir l'utiliser. Si vous voyez un salarié la main dans le sac et que vous ne pouvez pas utiliser les images... Pourquoi dépenser de l'argent? Exactement. Et une des principales questions qui est posée au tribunal, c'est... Monsieur le juge, est-ce que... vous acceptez ma preuve? Voilà, est-ce que la preuve est acceptée? Là-dessus, on a déjà deux jurisprudences qui sont un petit peu divergentes, mais qui tendent à se rapprocher. Il y a la chambre sociale d'une part, donc celle qui va juger typiquement un salarié pris la main dans le sac en train de voler grâce à une caméra de vidéosurveillance. Est-ce qu'on peut utiliser cette preuve pour justifier son licenciement? La chambre sociale va statuer sur le licenciement. Elle a tendance à être plus restrictive et à considérer que si toutes les règles dont on a parlé ne sont pas réunies, la preuve n'est pas acceptable. Donc ça casse le licenciement sur les motifs. La chambre criminelle, celle qui peut statuer sur un vol, parce qu'on peut licencier un salarié. C'est du pénal, là, ouais. Exactement, mais aussi porter plainte pour vol. La chambre criminelle, elle est moins regardante. Elle va considérer que les règles n'ont pas été respectées, mais on va quand même apprécier, en fonction toujours d'une certaine proportionnalité, la gravité des manquements. C'est plus le code du travail qui s'applique là. Exactement. Et là, il y a une décision intéressante de la Cour de cassation du 10 novembre, donc c'est tout frais, qui a une grande publicité et qui tend à rapprocher ces deux positions et à considérer qu'une preuve illicite, c'est-à-dire celle qui ne respecte pas toutes ces règles, peut néanmoins être recevable. Et qui pourrait être utilisé cette fois-ci côté chambre sociale. Exactement, puisque c'est la chambre sociale qui se prononce. Et ça pourrait être une preuve recevable à condition que la proportionnalité soit respectée et que dans l'ensemble, globalement, la procédure préserve les droits des salariés. Donc c'est une avancée pour ceux, en tout cas les chefs d'entreprise, qui installent les caméras, parce qu'ils se plaignaient souvent qu'on n'utilisait pas leurs preuves, parce qu'elles étaient illicites, mal posées, mal installées, et que c'était évidemment une défense des avocats de vos confrères qui défendaient les salariés. Je vous vois sourire, mais c'est bien cela. Juste un mot pour le consommateur. J'oublie mon portefeuille ou on me le vole. Je réclame à corps et à cri auprès du magasin le fait qu'on visionne les images. Le magasin, est-ce qu'il est obligé de me montrer les images? Alors ça, c'est une très bonne question, mais à laquelle je n'ai pas la réponse.
En revanche, ça me fait penser à une décision de la Cour de cassation qui se rapproche de notre thème de la télésurveillance, puisque c'était le cas typiquement d'un salarié d'un client qui avait oublié, je crois que c'était un téléphone portable sur un rayon. Il y avait un dispositif de vidéosurveillance pour la sécurité, donc c'était pas du tout pour surveiller les salariés, mais on a vu que un salarié avait récupéré l'objet volé. Deuxième effet. Et donc, coup double, on a pu restituer le bien au client et attraper le voleur, exactement. Bon, je vous laisse réfléchir à cette question parce que c'est un sujet qui m'est arrivé à titre personnel, pour tout vous dire, et je n'ai pas pu avoir accès aux images. Merci en tout cas, Émilie Méridienne, d'être venue nous voir, avocate en droit social, en droit du travail. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet. Alors, bien d'ailleurs, ça impacte aussi les avocats, d'ailleurs tous les métiers, la place des chatbots, les robots émotionnels, l'intelligence artificielle, comme ça, elle s'immisce un peu partout. Et puis, elle se rapproche de plus en plus par la technologie, finalement, de la voix des hommes, de leurs attitudes, sans émotion, certes, mais de plus en plus, nous avons un monde virtuel, comme ça, qui vit en parallèle de nos vies. Est-ce que cela a un impact sur l'emploi? Est-ce que c'est une manière de remplacer des collaborateurs par la machine? On va en parler avec une chercheuse, professeure à la Sorbonne, professeure d'intelligence artificielle. Elle est notre invitée, c'est un grand entretien juste après cette pause.